Bonjour, je souhaitais faire le lien entre un peu de théorie des catégories qui va peut-être un petit peu au-delà de ce que vous avez pu lire sur des produits ou des choses comme ça, et de la programmation plutôt pratique euh, via la notion de monoïde qui apparaît un petit peu partout. Alors, ce sont des notes qui viennent d'un papier qui s'appelle Notion of Computation as Monoid, que je mettrai en lien dans la vidéo. Euh, et qui concerne, donc, comme je disais, les monoïdes qui apparaissent un petit peu partout. Je souhaite vous montrer que ce ne sont pas juste des idées abstraites, même si on peut, il y a une théorie très riche, mais on peut aussi les appliquer très concrètement. Donc, si on commence par la définition de base, c'est qu'est-ce qu'une catégorie monoïdale? Je suppose que vous avez fait un petit peu de théorie des catégories de base. Donc la catégorie monoïdale, c'est la donnée d'un produit, donc qui est la croix, un objet initial que l'on appelle I, et trois transformations naturelles, alpha, lambda et rho, telles que ces diagrammes commutent. Donc on voit que alpha, lambda et rho, ça permet d'éliminer le I quelque part. Le alpha, c'est un distributeur qui permet de déplacer les parenthèses. Une fois qu'on a ça, on peut généraliser la notion d'exponentielle qui peut être qui est classiquement connue sur le produit cartésien comme la curification. Donc on passe d'une fonction à deux arguments. Si on prend là la croix comme le produit cartésien, ça exprime qu'on peut passer d'une fonction de deux arguments, de x croix A vers B, vers une fonction qui n'a qu'un argument, qui part de x, qui arrive dans l'espace des fonctions de a vers b. Bon, cette notion, on la généralise à tout produit tensoriel croix et non pas simplement au produit cartésien, qui est un cas particulier important, mais un cas particulier quand même des produits tensoriels. Une propriété qui va être souvent utile dans cette présentation, c'est celle-ci, donc qui est triviale si vous connaissez bien les adjonctions. Donc une adjonction, on peut lui donner une formule explicite via la fonction évaluation, qui est encore appelée counit, qui est la transposée de l'identité d'un des côtés de l'adjonction. Donc cette formule exprime, donc, puisqu'on peut partir de f et arriver à f, qu'on a bien un isomorphisme, qu'on peut aller dans un sens et dans l'autre, et on revient au même endroit. Mais non seulement ça, mais il exprime aussi que dans un sens, dans les deux sens, on peut l'exprimer en termes d'unité et de counité, mais cette formule-là exprime bien qu'on peut définir cette transformation uniquement en termes de counité, en l'occurrence. C'est une formule qui n'est pas forcément évidente à visualiser. Moi, j'aime bien faire des petits dessins. Si j'explicite un petit peu l'adjonction, donc croix A, c'est le foncteur qui, à tout objet B, associe B croix A, à toute flèche F, associe la flèche F croix l'identité appliquée en A. Et cette formule évaluation de la transposée de F croix identité est égale à F, je la traduis donc graphiquement par ce petit dessin. Donc évaluation, c'est la transposée de l'identité. Transposée de F croix ID, c'est F appliqué à F transposé. Et la naturalité de notre adjonction nous permet de faire passer cette composée de fonctions sous la transposée, puisque il suffit d'enlever les F qui apparaissent dans la partie gauche de la flèche, et on sait que ça rentre sous la transposée de l'identité. Une fois qu'on a passé la partie gauche sous la transposée, on compose par l'identité, donc on peut enlever ça, et on se retrouve avec F transposé qui est égal à F, puisque c'est un isomorphisme. Donc ça, ce sont les catégories monoïdales. C'est le cadre général dans lequel vivent des monoïdes. Alors, un monoïde, c'est un objet M
et deux flèches, une flèche qu'on appelle E, l'autre que l'on appelle M, telles que ces flèches soient compatibles avec la structure de la catégorie monoïdale. Donc on a deux diagrammes de commutation, en fait 3 diagrammes de commutation qui nous expriment le fait qu'on peut revenir, ce sont les propriétés d'un monoïde que l'on connaît classiquement dans SET. Donc ayant ces notions, on peut définir la notion de morphisme de monoïde qui vient nous mapper les éléments. Donc un morphisme de monoïde, c'est une fonction f qui mappe l'objet, le premier objet monoïdal vers un deuxième objet monoïdal, tel que les unités, l'unité du premier monoïde est mappée vers l'unité du deuxième monoïde, et ça commute avec la structure monoïdale de notre catégorie monoïdale. Donc ce sont des généralisations assez évidentes aux catégories monoïdales de ce que l'on peut connaître dans SET. Ayant ces notions, une autre notion importante dans SET, si vous faites de l'algèbre, c'est le théorème de Cayley, qui permet d'injecter un groupe dans les permutations de ce groupe, ou plus généralement un monoïde dans les endomorphismes sur ce monoïde. Et c'est simplement l'idée que l'on peut donc on peut remplacer la croix de A croix B, croix C, croix X par la composition, donc le rond de A croix avec B croix avec C croix, et on remarque que c'est bien un morphisme de monoïde. Comment si on prend C l'identité, on a bien l'identité qui est mappée vers donc identité croix, quel que soit l'élément X que vous prenez, vous retrouverez X puisque vous multipliez par l'identité. Donc on a bien mappé C, si on prend C l'élément neutre, vers l'élément neutre des endomorphismes de M dans M. L'associativité, etc., découle de cette manière de parenthéser. Donc c'est quelque chose de trivial, vraiment très très simple, mais qui est utile par exemple dans Haskell si vous définissez la concaténation de listes, qui est inefficace au niveau calculatoire, c'est-à-dire que si vous prenez le premier élément, par exemple, si vous prenez le head d'une concaténation de listes, tel que concat est défini, ça vous demande de calculer tout un tas d'éléments, alors que grâce à cette technique, on peut attendre que l'on ait vraiment besoin du premier élément, et quand on en a besoin, on ne calcule qu'une fois, on a un calcul efficace. C'est ce qu'on appelle les difference lists, les listes de différence, je ne connais pas le terme en français, mais c'est pratique et simple. Mais on verra que cette idée simple peut se généraliser à d'autres concepts, et donc on a envie c'est ça une des motivations qui nous force à aller dans l'idée plus générale des monoïdes dans les catégories monoïdales. Alors, dans une catégorie monoïdale, si on a un objet A qui admet un exposant donc tel que défini comme étant l'adjoint du produit monoïdal, on hérite d'une structure de monoïde dans la catégorie des endomorphismes de A dans A. Donc pour définir un monoïde, il nous faut définir l'objet, on l'a, c'est les flèches de A dans A, les endomorphismes de A dans A. Il nous faut aussi une identité et une multiplication. On les définit via comme la transposée de lambda A, donc qui nous donne bien une flèche de I, l'objet de notre identité de notre catégorie monoïdale vers A puissance A, et la multiplication de la même manière, il s'agit d'évaluer deux fois, ce qui nous permet de définir une composée. On le retrouve dans la définition de CA. Donc ça, c'est pour n'importe quel A qui admet un exposant. Ça définit un monoïde, le monoïde des endomorphismes. Si par ailleurs M est un monoïde lui-même, on a une injection
de notre monoïde M vers le monoïde des endomorphismes M puissance M. Pour montrer que c'est un morphisme de monoïde, il nous faut montrer, comme on avait expliqué précédemment là, que ce triangle et ce carré commutent. Donc si on prend juste le triangle, ce qu'on aimerait, c'est que le triangle de gauche commute. Donc pour ça, on passe de l'autre côté de l'adjonction, et on se sert de la propriété que M est un monoïde. Donc on sait que ce triangle-là commute. Si je reprends la définition là, c'est le triangle en bas à gauche. Donc on sait que ça commute, et par unicité des flèches définies par l'adjonction, on sait que le triangle de gauche commute. Donc on est parti du triangle de gauche, on passe l'adjonction, ça commute, on revient, ça commute aussi. On peut montrer par analogie à l'injection dans 7, dans les monoïdes, qu'on a bien une injection de M dans M puissance M, qui est définie donc par cette transposée de M, où le M c'est la multiplication du grand M. Comment est-ce qu'on montre ça? Donc on prend cette injection et on construit un inverse. Donc si FG est mono, est un monomorphisme, donc F est un monomorphisme. Même un split monomorphisme. Une autre construction qu'on aime bien généraliser, c'est la notion de monoïde libre. Alors cette notion existe de manière triviale dans les monoïdes. On prend un ensemble, les monoïdes dans 7, donc on prend un ensemble, le monoïde libre, c'est à partir de cet ensemble A, qu'on va appeler A, c'est l'ensemble des mots sur A, avec comme composition la concaténation, comme élément libre élément neutre le mot vide. Donc cette notion de monoïde libre, on aimerait bien l'étendre aux monoïdes dans une catégorie monoïdale quelconque. Alors on peut le faire en catégorie évidemment par l'adjonction du forgetful. C'est un petit peu abstrait, c'est très intéressant, mais c'est un petit peu abstrait. Et on peut se donner la solution et vérifier que ça correspond bien à la caractérisation de l'adjoint. Alors, on peut se donner, donc la solution c'est l'algèbre initiale donnée par ce foncteur. Donc le foncteur étant, si on l'appelle f, celui qui a x associe le foncteur, l'objet i plus a croix x. Là, on a pris mu, on a préfixé par mu pour dire, attention, c'est le point fixe de ce foncteur. Bon, et ce point fixe est un objet initial qui définit une algèbre initiale sur f. Donc, pour se donner les opérations monoïdales associées à cet objet initial, donc on souhaiterait avoir un M qui vient de A star, donc A star étant l'objet initial. A star croix A star vers A star. Mais pour récupérer cette flèche, il suffit, puisque nous avons une algèbre initiale, de se donner une flèche qui vient de f de A star exposant A star vers A star exposant A star. Puisque en retraversant l'adjonction, on se retrouve avec un M. Donc, par initialité, donc on construit cette algèbre de f de quelque chose vers quelque chose, on hérite automatiquement d'une flèche. Alors si une flèche de A star vers ce quelque chose, si ce quelque chose c'est A star exposant A star en passant par l'adjonction, on a bien une multiplication M de A star croix A star vers A star, et on vérifie là que les flèches données correspondent bien, sont valides, hein, ce sont deux flèches de bon type,
Et comme on s'est donné deux flèches, c'est comme se donner une flèche qui part de la somme des deux objets. Et ainsi, on définit M, l'élément neutre sur le... Donc M pour ce monoïde vu comme algèbre initiale. L'unité sur ce monoïde, c'est simplement l'inclusion suivie de delta, l'algèbre initiale, qui part de f de A qui arrive dans A star. Donc l'inclusion nous permet d'arriver dans I. C'est une flèche qui existe toujours. On part de I, on arrive dans I plus quelque chose. Ça existe toujours. Et on post-compose par le delta, on arrive dans A star. Donc ça, on s'est donné, on a défini ainsi un monoïde. Pour montrer que c'est le monoïde qui correspond à l'adjonction du forgetful, il faut que pour tout A, quand on a une flèche de A vers un monoïde G, on ait une flèche unique, free de F, qui parte de ce A star, tel que free de F composé avec l'opération d'insertion, qui est définie comme la composée donc, de delta in R, id croix E, ρ-1, commute avec F. Soit égal à F, pardon. C'est-à-dire que ce diagramme commute. C'est une des propriétés de la jonction classique. On vérifie que tout correspond bien en passant du parcours noir vers le parcours vert, vers le parcours rouge, vers le parcours jaune. Et on arrive à notre propriété voulue qui nous permet de s'assurer que nous avons bien une adjonction. Quelque chose d'intéressant, c'est la similarité entre la construction du monoïde libre et le monoïde des endomorphismes. Dans le monoïde des endomorphismes, dont on hérite pour tout objet M ayant un exposant, en l'occurrence, pour tout objet, pour tout monoïde M ayant un exposant, on avait défini la multiplication sur ce monoïde des endomorphismes comme la transposée de la flèche qu'on voit au milieu, et qui se termine par l'évaluation, qui est donc la co-unit de l'adjonction exposant produit monoïdal. Et dans la monoïde libre, on a exactement la même définition, si ce n'est qu'à la fin, on injecte notre A croix A star vers A star. C'est-à-dire qu'on se dote d'une opération qui nous permet de packer un A supplémentaire dans le A star. Okay, et c'est une similarité qui est troublante et qui est certainement riche de plein d'enseignements. Moi, ce que j'en retire, c'est qu'on a quelque part, on se donne un truc syntaxique qui nous permet d'avoir un rôle d'évaluation. Mais attention, c'est une évaluation un petit peu cachée, puisque ça se veut être une évaluation. En tout cas, dans du code, ce sera un type récursif qui permettra de packer au niveau syntaxique le nouveau A dans un objet du même type. Donc ce sera vraiment un type récursif. Alors, c'est bien, on a fait plein de théories, mais si on applique ça, on peut prendre par exemple la catégorie des endofoncteurs de 7 dans 7, avec comme produit monoïdal la composition, et comme objet initial l'identité sur les endofoncteurs, l'identité de 7 dans 7, donc qui est bien un endofoncteur de 7 dans 7. Et si l'on réécrit les conditions pour être un monoïde, on trouve les carrés commutatifs qui sont présentés, qui correspondent exactement, reprenez les définitions des monades,
ce qu'il faut pour être une monade, on retrouve exactement une monade. Donc c'est pour ça qu'on dit que la monade est un monoïde dans la catégorie des endofoncteurs. Ce qu'on oublie de préciser, c'est pour quel produit monoïdal? Pour le produit monoïdal de composition. Donc c'est un produit monoïdal très précis. Et donc puisque l'on est dans la catégorie des endofoncteurs de 7 dans 7, nos flèches entre ces endofoncteurs, ça va être des transformations naturelles. Donc si l'on dessine tout ça par des flèches et des flèches entre les flèches, on se rend compte que la condition de commutation correspond aux deux parcours que l'on peut avoir, le parcours vert et le parcours rouge, où l'on compose horizontalement et verticalement les transformations naturelles. Donc c'est quelque chose qui s'exprime assez visuellement. Alors, en termes de code dans Haskell, on est dans la catégorie Ask des types et des fonctions entre types. On peut généraliser à d'autres catégories pour d'autres kind que star en imposant que le kind K soit le même entre deux objets de la catégorie qu'on est en train de décrire. Bon, là on reste dans Ask. Mais c'est intéressant de regarder d'autres catégories, évidemment. Donc la monade dans Haskell, dans le code, se traduit exactement comme un monoïde, puisqu'on a notre élément neutre donc qui vient de I vers M. Donc I, rappelez-vous, c'est l'identité sur l'endomorphisme identité. Donc on prend un certain A, on laisse le A, et on arrive dans M qui prend un A et qui renvoie M de A. Donc là, on l'a exprimé à partir des applications ponctuelles sur un certain type A. La multiplication, de la même manière, ça doit aller de M rond M vers M. Mais donc, ça veut dire que pour tout A, si on fait M de A, on arrive à M de A. Là aussi, définition ponctuelle, mais on a bien défini une unité qui part de notre objet initial, qui arrive dans notre monoïde M, et une multiplication qui part du produit monoïdal de M fois M croix M, puisque notre croix c'est la composition, et qui arrive dans M. Une définition équivalente étant la vraie définition de monade, mais les deux définitions sont équivalentes. Si on regarde un petit peu les autres concepts qu'on a développés par ailleurs, une exponentielle pour la monade. Donc ce sera l'adjoint de notre opérateur de produit tensoriel. Donc ce que l'on cherche, c'est une relation bijective entre les transformations naturelles, puisqu'on est entre flèches d'endofoncteurs, de H rond F vers G, et les transformations naturelles de H vers G exposant F. Alors là encore, les dessins servent beaucoup. Donc si on regarde la transformation naturelle de H rond F vers G, c'est la flèche noire qui est dans le fond, et on aimerait que cette flèche-là soit en correspondance biunivoque bijective avec la flèche noire sur la face droite. On veut que chaque fois qu'on ait une flèche de H vers G, on ait une flèche de H vers cet objet mystérieux G exposant F. Cette propriété-là, c'est exactement la définition de l'extension de Kahn à droite. Donc on retrouve des concepts à la fois très théoriques, mais en même temps on est juste dans des monades, dans un objet de base dans Haskell quand même, un truc très concret et d'utilité quotidienne. Donc comment encoder l'exponentielle dans Haskell ? Grâce à Yoneda, on sait que G exposant F qui appartient aux endofoncteurs, donc j'avais mis de 7 dans 7, donc G exposant F appliqué à un type X, puisqu'on est dans Ask en fait, on n'est pas dans 7, on est dans Ask.
sera équivalent aux transformations naturelles du foncteur qui est décrit vers G. Ça veut dire que pour tout type qui appartient à ASC, donc en l'occurrence pour tout Y, on a une fonction qui nous transforme ce foncteur appliqué à Y vers G de Y. Et donc on a encodé l'exponentielle. L'adjonction elle-même, on peut en donner un témoin, puisque l'on peut passer d'une transformation naturelle de h rond f vers g, donc, qui est la partie, le premier argument de la fonction phi, vers les transformations naturelles de h vers g exposant f, tel que défini. Et phi est le témoin d'une partie de cette adjonction, psi étant la réciproque, qui va dans l'autre sens. Alors, un autre concept là très pratique, c'est le concept de monoïde libre qui, appliqué aux monades, donc puisque dans une monade, notre objet identité du produit tensoriel, c'est l'identité des endofoncteurs, on a, rappelez-vous, la définition du monoïde libre, c'est le point fixe de ce foncteur, donc qui à x associe i plus a croix x. Donc i c'est notre endofoncteur identité. Donc si on se donne un a, eh bien, il va juste wrapper ce a, puisque là on fait un type somme, puisqu'on doit mettre une somme, on est dans ASC. Donc la somme des types, ce sera notre union. Et on met un autre constructeur, donc juste freef, qui vient juste faire séparer ces cas. Et à l'intérieur, on doit avoir, donc ça c'est l'autre cas, donc a croix x. Donc ce sera, notre croix c'est la composition. Donc on appelle simplement notre foncteur sur x. Et donc x c'est le next. Donc là on a bien foncteur appelé sur next. Et on peut prendre le fix point de tout cela et avoir ce free prime qui nous définit la monade libre. Alors l'inconvénient d'utiliser ça, c'est que les définitions l'utilisation c'est très verbeux, donc on peut utiliser directement, on enlève le fix point et on utilise le type qui apparaît là, free, qui est celui des librairies, et on peut montrer l'équivalence entre les deux. Comme on a un monoïde, on peut appliquer, on a évidemment l'insertion des générateurs, l'opération free qui était celle-ci. Donc pour toute fonction d'un certain foncteur t vers une monade m, on peut hériter d'une fonction de free de t vers m. Et comme on a rattaché notre monade à la théorie générale des monoïdes, on hérite d'opérations un peu plus compliquées comme quelle est. Bien, grâce à cette injection, on a une représentation efficace presque gratuitement. Donc on a regardé un concept très simple. Le concept de monoïde, tout le monde le connaît. Il s'agit de compter des entiers, etc. C'est très simple, c'est très basique. On l'a exprimé dans un cadre catégorique qui est lui rigoureux. Un concept simple, un cadre rigoureux, ça nous permet de généraliser. De la même manière que les types, ça permet de cadrer l'écriture du code, les catégories, ça permet de cadrer l'application de concepts. Et on arrive à appliquer ça dans un cadre très concret, les monades, et on hérite d'opérations puissantes. Par exemple, l'opération là, de Kelley permet de plonger une monade dans la monade de codensité. C'est quelque chose un petit peu abstrait, hein. Et pour autant, l'ayant exprimé dans le cadre adéquat,
cette opération est relativement naturelle, hein. On plonge un monoïde dans les endomorphismes sur ce monoïde. Quelque chose d'assez simple. Et on peut appliquer ce cadre qui est tout à fait général, c'est sa force, c'est sa généralité et sa rigueur à d'autres objets, par exemple les applicatives ou les allows. Mais pour cela, il faut aborder les ends, un petit effort encore de conceptualisation, mais ce sera pour une autre fois, et en attendant, c'est la fin.